Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma et... Bonne année. Voilà. Bonne année, oui, Bonne oui, année. c'est vrai, oui, c'est la première C'est émission. vrai qu'on est que mi-janvier, mais bon... Ouais, mais il- mi-janvier était très long à atteindre. C'est vrai, c'est vrai. Autour de moi, Julien, Jérém et Frédéric. Bonjour, tu m'appelais Frédéric. Oui, ça arrive. C'est ton nom. C'est mon prénom. C'est l'épisode des films au titre excessivement long puisque les deux grosses sorties du début d'année 2026 sont 28 ans plus tard Le Temple des Morts, réalisé par Nia DaCosta, et le dernier film de Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother. Attends, redis-le. Father, Mother, Sister, Brother. Tu l'as bien dit dès le premier coup. Ouais, bah... Parce que c'est noté, sinon... Ah, ok. J'ai le bon ordre. Non, parce que tu sais que Butonia, des trucs comme ça, enfin, tu vois, je m'attendais à ce que tu... À chaque début d'année, Jérém nous fait la liste des suites qui vont arriver dans l'année. Et 2026 étant une année bien plus chargée en blockbuster que 2025, il faut s'attendre à une chronique conséquente. Je vais parler de beaucoup de films, en effet, et j'attends des réactions de votre part. Et Fred a le Joker. Oui, j'ai le Joker. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, et vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok. Et ça y est, on commence déjà avec la critique de 28 ans plus tard. C'est le grand retour de la saga des 28 jours plus tard, après 6 mois d'attente. Mais je crois qu'ils ont fait la vanne de le sortir 28 semaines plus tard, justement. Oui, c'était ça. Et du coup, pour la partie 3, ce sera la même chose. Non, bah non, parce Non. que sinon il serait déjà annoncé. C'était sorti quand le premier? C'était pas en Bah, avril? c'était en l'année juin. dernière, ouais. En juin. En juin, En ok. juin, ouais. Je voyais ouais, pour plutôt les que ça. vacances. On en a parlé il y a même pas genre 15 épisodes. Mm. Et en fait, cette suite est arrivée très vite, et en réalité, c'est le deuxième volet d'une trilogie initiée par le premier 28 ans plus tard. Ce deuxième épisode, intitulé Le Temple des Morts, est réalisé par Nia DaCosta, à qui on devait The Marvels, Et surtout, Candyman. Candyman. Et ce film se concentre sur le personnage de Ian Kelson, incarné par Ralph Fiennes, qui va faire face à un groupe satanique fan des Teletubbies. Vous êtes le malin? Le malin? Vous parlez de Satan? Oui. Le malin lâcha les esprits du mal dans le monde des humains. Et sous le joug des démons, le monde des humains s'affaiblit. Dans ce nouveau volet de la saga, le Dr Kelson noue une relation aussi troublante qu'inattendue, dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser notre monde. De l'autre côté, la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal tourne au cauchemar. Toi, t'as kiffé, Fred? Moi, j'ai bien aimé parce que je trouve que le film se prend pas au sérieux et ose aller un peu plus loin, quoi. En fait, je trouvais que la fin du premier film, donc il y a 6 mois, te montrait vraiment que Danny Boyle, parce que c'est lui qui avait réalisé Le 1. le 1 et surtout le 28 ans plus tard de l'année dernière, non? Ouais. C'était lui. Donc il y avait un truc où je trouvais ça cool parce qu'il prenait une autre direction. Et je trouve que Nia DaCosta a fait quelque chose qui est encore mieux, c'est elle prend un film qui pourrait vraiment tomber dans le sérieux, dans un truc un peu de ce qu'on connaît du film de zombie, et elle préfère finalement en faire un film où elle s'amuse à prendre des personnages qui s'inventent leurs propres mythes et qui sont clairement dans du grand spectacle, dans de la démonstration, un truc hyper... pas du cohérent en fait, c'est ça... Quand par exemple le groupe de Jimmy Crystal, il y a un truc hyper déroutant parce que attends, il s'appuie à partir de Teletubbies, il s'appuie à partir de trucs sataniques, ça paraît un peu une sorte de mélange boogie-boulga un peu pas ouf, et je trouve que ça se tient quand même. Alors, Genre, tu dis Nia DaCosta, mais en fait, le scénario, c'est toujours Alex Garland, Alex Garland, ouais. qui est derrière. Et ce que tu dis, oui, c'est qu'en fait, les personnages des doigts de Jimmy Crystal, en fait, ils s'appuient, genre... Enfin, c'est ce que Kelson, il dit à un moment dans le film, c'est que les fondations, auparavant, semblaient sûres et indestructibles, et aujourd'hui, les gens se construisent leur identité à partir de fondations qui sont archaïques. C'est ça. Putain, je viens de penser à un truc, je suis pas du tout dans la discussion, je me suis dit, c'est con, ils ont pas fait la vanne tire sur mon doigt. Ah ouais. Non mais, en tout cas, ça peut paraître assez saugrenu, ce petit groupe-là, ou même ce qui va se passer dans le film avec la relation entre Kelson et Et Samson. l'alpha. Ouais. L'alpha Oui, Samson. il y a une scène de danse. Non mais voilà, en fait, il y a un truc où ça peut paraître ridicule, mais moi, ça m'a touché. Ça m'a touché. Justement, il y a un plan où j'ai fait Owen. Putain, c'est une parodie ou quoi? J'ai cru que c'était un plan. Mais oui. C'est un peu un plan à la Naked Gun parce que t'as la musique du coup qui est en extra diégétique et t'as un plan où ils dansent les deux. Putain, putain. Mais c'est ça qui est génial, c'est que ça part très très loin et ça reste toujours aussi cool à voir et à suivre et je trouve ça toujours aussi touchant en fait. Je m'attendais pas à voir un film de zombies où ça allait aller vers là, quoi. C'est ça qui est cool, c'est que je ne connais pas d'autres films de zombies où on te crée une espèce de amitié entre un zombie
et un sage un peu seul, solitaire. Mais ça va dans le propos du film pour moi, et ce qui est dommage, c'est que je trouve que le film met 3 plombes à le faire, alors que pourtant c'est simple. C'est en fait, d'un côté, tu veux montrer que les zombies on essaie de faire regagner aux zombies leur humanité pendant que l'humanité elle-même va dans les bas-fonds les plus totales. Mais du coup, c'est scindé en deux, et il y a une partie que j'ai envie de suivre, et l'autre, je trouve ça trop long pour ce que c'est. Et La partie Kelson et le... Non, justement, la partie Kelson et Samson, ça m'intéresse de ouf. Ok. Parce que je me dis, tiens, c'est intéressant d'essayer de voir comment un infecté peut essayer de retrouver son humanité et comment on peut l'y aider. Et de l'autre côté, t'as l'humanité part dans des extrêmes bas-fonds avec tout ce qui est la bande à Jimmy. Et à un moment donné, c'est trop long. Et je suis désolé, j'ai pas besoin que tu me assènes le message à ce point pour que je le comprenne. Et il y a certaines scènes qui font que je trouve que c'est du superflu, que c'est pas que c'est pas utile, mais c'est trop grotesque. Ouais, grotesque, c'est Racoleur. voilà, peut-être racoleur, c'est peut-être le terme. Ouais, moi je trouve ça bof. En fait, je rejoins complètement Jérém sur la question de il y a 2 films en un. Il y en a un que j'ai envie de suivre parce qu'il reconnecte un peu avec l'aspect onirique de la fin du précédent film. Enfin, toute la séquence où Spike est justement dans le Temple des Morts dans le précédent film. Elle est super touchante, elle est super douce finalement. Et c'est complètement la continuité entre la relation entre Kelson et Samson. Alors qu'à côté, bah, t'as des scènes de torture qui sont extrêmement violentes. Bah ça c'est Alex Garland, Ouais, mais c'est ce qu'on lui reproche beaucoup. Dans Men, c'était un peu le cas. Le reproche qu'on faisait à Alex Garland, c'est de faire trop. Tu peux le reprocher dans Men parce que c'est lui qui le réalise aussi. Je suis désolé, Nia DaCosta a pas obligation de faire une... Enfin, même si dans le scénario, la scène est écrite comme ça, mais genre la séquence de la chemise. Ouais, de la chemise, je sais plus comment ils appellent ça, mais... La chemise, ouais. Je te retire ta chemise. Oui, mais Écorchement, quoi. le truc global qui... Bon, c'est pas... Oui, bah la séquence de la grange. Voilà, la séquence de la grange, c'est gratuit. Puis en fait, il y a un truc aussi, c'est que Nia DaCosta, en fait, avant de voir le film, je savais plus ce qu'elle avait fait. Et il y a une réalité, c'est que genre entre Danny Boyle et Nia DaCosta, à la mise en scène, il y a quand même une sacrée différence. Et genre Danny Boyle, la première partie du film 28 ans plus tard, il n'y a pas grand-chose narrativement qui se passe, ni thématiquement. Enfin, Oh non, tu le découvres après. Non. Mais il y a suffisamment d'astuces, de mise en scène et de bonnes idées visuelles pour que le film s'accroche. Alors que là, je trouve que Nia DaCosta, à part des plans d'ensemble de Ralph Fiennes dans son temple et la séquence finale, je trouve ça assez plat. Non, je trouve c'est marrant parce que moi, pour le coup, je trouvais que 28 ans plus tard, première partie, moi, je trouvais que ça a trop saturé. Toutes ces idées de mise en scène, le fait qu'il ait effectivement filmé le film à l'iPhone avec plusieurs iPhones qui... Je sais plus exactement comment ça se passait, mais je trouvais que c'était trop expérimental. Moi, ça me sortait un peu du film. Par contre, je trouve que niveau scénario, c'était génial la première partie parce que c'était une espèce de récit d'initiation, c'était hyper cool. Là, je trouve que dans cette partie 2, à la limite, peut-être Nia DaCosta s'inspire beaucoup plus de ce qu'avait pu faire Danny Boyle dans le tout premier, 28 jours plus tard. Quand tu parles de plans d'ensemble, j'ai remarqué une récurrence, c'est énormément de plans d'ensemble un peu débulés. Ah bon ? Avec toujours en premier plan des éléments du décor dans lesquels se déplacent des personnages. Et il y avait énormément ça dans le premier film, beaucoup de plans fixes. Parce que moi j'ai trouvé ce film très rectiligne justement. Elle s'inspire par moments, je trouve, par certains plans de Danny Boyle quand même. Tu vois, après... J'ai pas vu ça. Ah ouais, non, je te rejoins pas du tout. Ah ouais? Je vois pas du tout où c'est que tu vois ça. Rejoins-moi, mec. Pas du tout. Tous les plans auxquels je repense, genre c'est justement t'as une ligne horizontale jouée avec le paysage qui est opérée, qui est genre bah non, je vois rien Ça débule débulé. un petit peu. Ça débule que dalle. Parce que je suis un mec qui déteste les plans débulés. Ah ok. Ah, ça me donne la gerbe. Ok. Genre je sais pas pourquoi, j'aime pas. Et du coup bah je le sens quand il y en a et j'ai pas eu la gerbe. Enfin si, j'ai eu la gerbe, mais pas à cause des plans débulés. Ok. Parce que la chemise, La chemise, ouais, vous a vraiment dégoûté. trop. Ouais. C'est ce qu'on aime. Ce qu'on aime dans un film au moins J'ai de déjà 16 vu ans. Martyr, tu vois, donc... Ouais, Après- mais après moi Après, j'étais ça va, c'était pas aussi non plus choc qu'un body horror. Enfin, Oui, tu vois, c'était mais- montré sans être montré. Après, j'étais fatigué. J'étais pas en mode genre, waouh, je vais voir un film extrêmement violent. En fait, Ouais. j'étais resté sur des sensations de la fin de 28 ans plus tard avec Ian Kelson. Et justement, j'étais resté vraiment sur ce côté. Ah, le personnage, il est doux, il est apaisant, il est à l'écoute. Et j'avais complètement omis le fait que j'allais suivre une bande de salopards qui adorent torturer les gens en disant Teletubbies, Teletubbies.
Mais moi, ce qui m'a plu dans cette bande-là, c'est bien entendu Jack O'Connell, parce que c'est un gars que je suis depuis longtemps. Les gens commencent vraiment à connaître ce mec depuis Sinners. Moi, je le connaissais depuis Skins, et il a toujours eu ce rapport-là, des personnages qui sont très violents, très physiquement présents, mais qui sont à la fois très touchants. Et c'est marrant, on en parlait juste avant de faire l'émission. Mais moi, je trouve que dans 28 ans plus tard, partie 2, du coup, celui-là, je trouve que Jack O'Connell garde ce côté très... c'est un gros connard, tu vois, mais en même temps, il y a une espèce de sensibilité qu'il a en lui et qui est assez touchante. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, c'est pour ça que la bande à Jimmy, moi, j'arrive à la suite parce qu'il y a Jack O'Connell, clairement. Parce qu'à partir du moment où il y a la confrontation entre Kelson et Jimmy Crystal, le personnage de Jimmy Crystal doit faire preuve de ressources et improviser, là où pendant 1h15 de film, quand même, il est assez chill et il peut juste laisser pleinement exploser son sadisme. C'est ça, j'ai l'impression qu'il était en roue libre en fait. Ouais, et puis en fait, moi j'ai pas du tout aimé suivre ce mec-là faire ce qu'il fait en fait. Peut-être sadique. Mais c'est vrai que je trouve que justement la confrontation entre Kelson et Jimmy, je trouve qu'elle est hyper cool. Ah bah Parce justement, que ça ça devient très intéressant. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Ouais. Ça rattrape vachement le film. Ouais. Après, moi, il y a un truc que j'aime pas avec Jack Jack O'Connell. C'est Chico. Ah mais ça c'est le but. Je sais, non mais c'est juste pendant tout le film, j'avais les yeux rivés sur les chicots, j'étais en mode mais c'est dégueulasse. T'aimes puis pas en trop même les temps, t'es plans dans un monde T'aimes pas trop les post-apocalyptique. plans dedans, toi, Owen. Ouais. Bingo T'aimes pas 2026. T'aimes pas le sourire de Willem Dafoe dans Sailor et Lula nous. Ah non, je le déteste. Ah ouais, ça ouais. Je suis d'accord. Mais après, t'es dans un monde post-apo en vrai. Hein, donc, Oui. Oh bah c'est normal, tu te laves pas les dents. Et Donc, moi pendant toute la séance, je me disais mais attends, je connais l'actrice Oui. qui aime bien Eh ben, Enfin, je fais, attends, putain, c'est mon attends. crush en fait, c'est mon gros crush de Mais- 2025 qui est encore là quoi. Mais ça y est, genre, elle a une perruque, tu vois plus ses cheveux roux, tu la reconnais Je plus. la reconnais pas. J'ai oublié son nom. Et Erin Kellyman, mon cher. Merci. Voilà. Erin Kellyman, je t'aime. C'est honteux. Non, franchement, je l'avais pas reconnue, c'est assez drôle le fait qu'ils aient tous une perruque blonde. Oui. En fait, voilà, je trouve ça tellement absurde. On part quand même d'un groupe qui imite les Teletubbies, qui s'appellent tous Jimmy, qui ont des perruques blondes, et ça marche quand même, je trouve, Alors, tu vois. Qui imite les Teletubbies, c'est quand même une grosse. Enfin, tu sens que le mec a quand même une emprise sur les autres qui est Ah assez oui, importante oui, et ouais. que c'est vraiment juste un mec qui a compris qu'il avait un pouvoir sur ces gens-là et qui en use. Bref, moi, en tout cas, en résumé, juste, j'ai passé un super bon moment, j'ai bien rigolé devant un film qui se prenait pas au sérieux, mais qui arrive quand même à toucher un peu... Bah le sous-texte, il est là de toute façon. Hein. Mais moi, il a fallu attendre en fait que Crystal et Kelson se confrontent pour trouver un vrai intérêt. Et je trouve que le personnage de Spike, genre, il est pas trop vraiment Bah, il est finalement pas présent. exploité, quoi. Oui. il est censé être vraiment genre ce personnage qui doit évoluer. Et je trouve que peut-être ça arrivera plus tard, mais il n'est pas encore, il n'a pas suis pris le d'accord. contrôle de son aventure, de son récit. D'accord. C'est vrai qu'à la fin d'un, tu dis ok, le mec c'est bon, c'est initiatique, maintenant il a des couilles, il va se débrouiller. Ah, t'as un peu l'impression que ce deuxième opus, il est un peu là pour Transitionner. calmer le jeu Ouais, et faire une sorte de transition, parce qu'au final, certes, du coup, Spike, il est là comme point d'ancrage par rapport au premier, mais vu il en fait pas grand-chose et que derrière, je pense qu'il va être utile dans le 3, ça fait un peu film de transition, tu vois. Après ça c'est le souci à chaque fois qu'il y a une suite, et on se demande souvent est-ce que c'est une suite de transition, est-ce que c'est un film qui peut se tenir en lui-même. Bon, il a plus des airs de stand-alone en vrai, je trouve. Hein. Parce que tu ôtes le fait que Spike et Kelson se sont rencontrés dans l'épisode précédent. Tu peux très bien mater ce film-là en te disant bon bah voilà, t'arrives in medias res, t'as un petit gamin qui se fait bully par des Teletubbies. Par un concours de circonstances, il va les suivre et il va les suivre dans les pires atrocités jusqu'à ce qu'il rencontre un monsieur orange. D'ailleurs, je peux faire un petit aparté, je trouve la première séquence absolument dégueulassement filmée. Vraiment, je l'ai trouvé dégueulasse niveau mise en scène. c'est vrai, déjà, déjà, scène. c'est... Dans le toboggan, enfin dans la piscine. Genre au moment où il commence à se battre, j'ai trouvé ça dégueulasse que ce soit en mise en scène ou en montage là. Hein. Vraiment. Genre tu sais, c'est dans une piscine Oui, désaffectée. je m'en rappelle, ouais. Ça cut quasiment tout le temps, il y a un plan qui Oui. est fixe, tu comprends pas trop ce qui se passe. Enfin, C'est vrai que vraiment, dès qu'il y a des moments d'action assez importants, je trouve que ça cut un peu trop, et t'es un peu perdu, c'est un peu brouillon. Ouais, et puis, voilà. C'est censé être un film d'horreur ou pas? Parce que, en fait, à part faire. c'est le ça, film, genre, il Je pense que il fait pas de build-up, hein. le film il va plus vers le gore. Je pense Ouais. que c'est ça qui a fait le moins de 16, c'est ça qui a fait plein de trucs. Mais genre, les non, zombies. non, c'est le gros chibrax de l'autre aussi. Ah qui ouais, a fait ça, le moins de faut qu'on en sens. parle. Mais Ça, les zombies, c'est des machines à jumpscare, mais genre, il y a qu'une seule scène de personnages qui se font pourchasser par des zombies. Et c'est avec la séquence avec les personnages de la grange, donc tu les connais même pas. Et sinon, les zombies, quand ils apparaissent dans le film, c'est vraiment juste pour faire du jumpscare. Et techniquement, j'ai l'impression qu'ils sont pas utiles.
En vrai. À part, Bah- à part Samson qui est utile parce que ça sert le scénario du film, j'ai l'impression que tu pourrais me dire qu'on est dans un monde sans zombies, j'y croirais parce que vraiment ils sont quasiment absents du film. Après, de la même manière que Walking Dead, hein. Voilà, j'allais y venir. C'est qu'à un moment, en fait, c'est des gens qui vivent dedans depuis maintenant 30 ans. Donc les zombies, c'est devenu une espèce d'arrière-plan, en fait. C'est plus forcément le problème principal, tu vois, et ça, c'est normal. C'est plus le cœur du récit, mais Oui, après c'est pour faire le truc enfin les trucs de zombies classiques en mode les humains sont pires et tout, enfin voilà. Oui, Non. voilà. Mais en tout cas, ouais, heureusement qu'il y a vraiment ces 30 dernières minutes et cette scène de Number of the Beast qui est vraiment trop bien. Et je trouve que le maquillage de Ralph Fiennes dans cette séquence-là, enfin, il doit incarner le malin. Et je trouve qu'il le porte très bien sur sa gueule avec son maquillage et son corps. Et c'est le moment vraiment où j'étais super impliqué dans le film, mais il a fallu attendre vraiment 1h30. Et ça se finit en soufflé, je trouve, avec ce jumpscare zombie Oui. qui m'a énervé, Pourtant- je te jure. Pourtant le plan commence, toute cette séquence-là commence super bien parce que le plan qui est du coup à l'inverse et qui se fait une rotation 360, je le trouve magnifique. Mais alors derrière, tu passes en plan POV, tu sais directement où le film Ouais. où ça va t'amener. Oui, c'est vrai que ce petit jumpscare, je l'ai trouvé un peu de trop. Oui, je suis d'accord. Bon, Totalement gratuit. Oui, plusieurs totalement jumpscares. Enfin, plusieurs jumpscares sont totalement gratuits. Pourtant, je savais que ça allait arriver, je me suis fait surprendre, c'est normal. En même temps, tu me balances dans les enceintes, dans les enceintes, un truc comme ça. C'est Ouais, le normal, mixage ça surprend. sonore, il aide pas non plus. Hein. Enfin, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est un film qui est quand même, je trouve, plaisant à regarder, qui est assez drôle. Moi, je me suis vraiment marré devant. Et... Mais je sais que quand je regarderai après la liste des films sortis en 2026, je vais tomber dessus et être en mode ah ouais c'est vrai. Oui, non, mais tout Ah, comme la première partie qui était sympa, mais qui est pas forcément. Ah, si, quand même, moi, Ça t'avait vraiment. marqué, ouais. Bon, il y a eu quelques films qui se sont rajoutés, c'est sûr, mais facile top 15-20 de l'année dernière pour moi. Ah ouais, Peut-être ok. pas non plus, mais Et le 3, il est prévu pour quand? Je sais pas. Justement, je pense Je sais qu'ils pas. attendent de voir si celui-là fonctionne pour. ah Je pense le qu'ils ont lancer. dû tourner le 1 et le 2 peut-être en même temps. 2020. Ou à peu près, 2027. Oui, Quand voilà. même. Je croyais qu'ils attendaient que de savoir si ça fonctionnait ou pas. Mais... Ok. Est-ce que le film est sorti hier en France, mais Oui, j'ai quand même les chiffres de la France, mais bon, pour un budget quand même, il faut le dire, de 63 millions de dollars pour celui-là. Je crois que c'est tout petit peu plus que le premier, si je dis pas de bêtises, j'ai plus le chiffre en tête. Mais bon, pour le premier jour en France, qui était donc celui du 14 janvier, il a fait 13 978 entrées. C'était le troisième des sorties du jour derrière l'affaire Bojarski et Furcine et Liban. Voilà. après je me dis genre à avoir tourné les deux à peu près en même temps, ils ont dû faire des économies. C'est ça en plus, surtout que ça réutilise les mêmes décors. Alors à quel point. Et en matière d'économie, hein, parce qu'après avoir ouvert Cannes en 2019 avec The Dead Don't Die, Jim Jarmusch a décidé de faire un film encore plus épuré sur rien du tout, puisqu'il revient avec un film à sketch qui lui a valu le prix du Lion d'Or à la Mostra de Venise. Casting, comment J'allais dire scandale, j'ai pas vu ce qui était en face, mais bon, voilà. Casting XXL et production multinationale dans ce film qui va nous emmener aux USA, à Dublin et à Paris, à travers 3 histoires de famille. What do you say we toast our tea to family relations? D'ailleurs, tu dis USA, c'est pas au Canada? Pourquoi ça? J'avais l'impression que c'était Canada. mais Comme c'est la peut-être nature qui s'est connu. reculée, c'est le Canada, c'est ça? Peut-être. 3 histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leurs parents quelque peu distants, et aussi des relations entre eux. Oh, je sais pas, vu ton ton, je me doute de ce que t'as pensé du film. La neutralité du présentateur, voyons. Oh, C'est neutre, t'as adoré, toi. moi j'appelle rompiche. Oh. Rompiche, désolé. Julien, tiens. Je pense pas que ça mérite un Lion d'Or. C'est pas le meilleur Jarmusch que j'ai pu voir. Mais c'est très loin d'être une catastrophe. Je trouve que c'est très correct. Mais le gros problème que je reprocherai au film, c'est cet effet de sketch où je trouve que les 2 premiers sketchs sont assez poussifs, alors que le 3e est vraiment beau. Ah. Et je pense que le 3e aurait pu mériter son long métrage. Ah merde, c'est marrant. Parce que au début, t'acquiesçais, toi. J'entends la question en mode, ah oui, je suis d'accord. Non, moi c'est l'inverse, c'est que je trouve que les 2 premiers sont vraiment cool, et je trouve que le 3e est trop dans le pathos. Trop dans... comme justement, parce qu'on est habitué dans les 2 premiers sketchs à voir la relation entre les enfants et leurs parents, le fait que les parents soient absents dans le 3e sketch, il y a un truc un peu où je sens qu'à un moment c'est un peu du surplace, et tu m'aurais fait un long métrage avec ça, je pense que je me serais vraiment fait Parce que je trouve que les 2 premiers sketchs sont pas ultra nécessaires, à part lier la thématique et donner un peu un renversement à cette 3e partie, où la 3e partie est un reversement des 2 premières parties, parce que vu qu'il n'y a pas les parents, c'est les souvenirs des enfants de leurs parents, là où les 2 premiers sketchs, c'est plutôt des parents qui sont présents, qui sont encore vivants, mais toute la distance qui s'installe avec leurs enfants. C'est dans les thématiques très contemplatives de Jarmusch, très poétiques, mais voilà, je trouve que c'est quand même un peu long, un peu poussif, et ça a ce côté un peu
Si quelqu'un qui se connaît pas en cinéma a une vision du cinéma d'auteur, c'est un peu le type de film qui te sortirait, un peu par méconnaissance, mais du coup ça confirme un peu ça, que ça fait très la parodie du film d'auteur qui brille en festival. Mais je trouve qu'il y a quand même de très belles choses dedans, notamment dans la troisième partie, notamment dans les dialogues, dans l'alchimie entre les personnages. Voilà. C'est marrant, hein. Moi je trouvais qu'il n'y avait aucune alchimie entre le frère et la sœur. Alors, vu ce qu'Owen m'en avait dit, je croyais que j'allais me faire chier tout du long. Ça va quand même. Mais, alors, attends, j'ai pas fini ma pensée. J'étais en encéphalogramme plat pendant tout le film, tellement j'en avais rien à faire de ce qui se passait sur l'écran. C'est assez dingue. Parce que je sentais quelle sensation il voulait faire procurer. Alors, normalement, notamment sur les 2 premiers, t'as beaucoup de gêne qui est instauré dans le truc. Mais ça me touche. Enfin. Bingo. Non, ça ne fonctionne pas sur moi. Oh, il a trouvé c'est un une peu autre. Mais oui, mais ce que j'aimais bien, du coup, beaucoup de gens l'ont dit, c'est que c'est le genre de film qui, dans ses silences, dans cette manière assez simple de frontalement montrer les choses, ça fait quand même que tu arrives à t'accrocher un peu à ces silences et ces moments gênants dont tu parles. C'est ça qui est savoureux. Oui, c'est ça, c'est là où j'aurais pu me faire chier et au final ça allait quand même. Tu vois, je C'est pensais savoureux. que vraiment. Savoureux, faut pas pousser. Non, mais le c'est bouchon, savoureux, tu vois, de voir cette gêne, je sais pas, entre Vicky Krieps et la mère, j'ai oublié le nom. Charlotte Rampling. Voilà, tu vois, il y a un truc un peu où les non-dits sont quand même bien mis en scène, tu Alors, vois. à la limite, la deuxième pastille, je vois l'intention qui est un petit peu intéressante avec cette fleur qui obstrue la vue de tout le monde, la manière de boire une tasse de thé pour combler un silence, la façon dont Kate Blanchett va s'isoler dans la salle de bain juste pour se regarder dans le miroir en retirant ses lunettes parce que elle est tellement coincée que c'est juste le seul geste d'insubordination qu'elle est capable de trouver. Le parallèle entre les 2 sœurs aussi. Mais l'ennui, je suis désolé les gars. Moi, en fait, le film il a commencé, il y a eu genre peut-être 6 ou 7 génériques de boîte de prod, ouais. de boîtes de prod. Ensuite, il y a eu toute la séquence où genre Adam Driver et sa sœur sont dans une voiture en mode « Oh là là, papa, il est tout seul depuis que maman est morte. Oh oui, et puis toi, tu es séparé. Oh oui, et toi avec tes enfants. » Et j'étais en mode « Mais quand est-ce que ça commence ?» Et une fois qu'ils arrivent Ça a chez commencé, le papa... ça commence dès le début. Non, mais une fois finalement. qu'ils arrivent chez le papa, ça commence toujours pas. Moi, je suis en mode, ah Non, je suis moi pas par d'accord. rapport à cette séquence de la bagnole, moi je trouve que c'est juste pour faire de l'exposition dump et c'est pas utile en fait. Limite, j'aurais préféré que ça arrive d'un coup d'un seul. Non, parce que je pense que techniquement pour moi c'est ce que je dis, c'est que les vides sont remplis par votre manière à vous de regarder le film, tu vois. Et Jim Jarmusch, j'ai pas vu trop de films de lui, j'ai vu surtout Patterson ou le Only Lover Left Alive, mais j'aimerais bien voir ses premiers films où c'est aussi du road movie, beaucoup de personnages dans des voitures. Peut-être que tu les as vus. toi. Ça s'inspire beaucoup de ce qu'il avait fait, qui était, je venais de regarder le nom du film et j'ai oublié. Donc, Coffee and Cigarettes, Voilà. Coffee and Et- Cigarettes, c'est pareil, c'est film à sketch, mais t'as au moins une douzaine de sketchs. Ouais. C'est des sketchs très Dans les courts. taxis, c'est ça Dans les Non, voitures. c'est toujours en fait des gens qui boivent des cafés. T'as Iggy Pop d'ailleurs dedans, c'est très drôle. Mais tu vois, il y a ce truc où tu remplis ces blancs par une réflexion à toi, tu vois, et t'attends pas de voir une action arriver. C'est ça qui peut être frustrant, je pense. Alors, quelle est ta réflexion à toi sur les skaters? Parce que j'ai rien compris. Oui, les skateurs, c'est hyper cool. J'ai l'impression que c'est une espèce d'idéal qu'ils atteignent pas, une espèce de liberté. C'est pour ça que c'est les seuls plans qui sont au ralenti. Alors, Il y a un excuse-moi, truc du un coup, peu- Jim Jarmusch est vieux. Tu vois, parce que, ouais, les skaters, c'est un élan de liberté. Peut-être qu'il a vécu à l'époque des années 90-80, voilà. Et pour moi, les skaters, c'est vraiment l'angle mort du film, parce que d'un côté, c'est beau visuellement, le côté ralenti, skater, etc. Mais ça rentre dans cette idée un peu poussive de ce film, c'est essayer de relier ces sketchs en plus de leur thématique par cette idée de skater qui traverse chaque personnage, chaque période, chaque sketch. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu démodé. Non, et puis même, t'as l'impression qu'il raconte limite la même histoire, vu qu'il essaye de faire des points d'ancrage à chaque. Oui, avec le fait de trinquer avec des verres d'eau ou Voilà, des trucs ou comme ça. plusieurs, ouais. Et ton oncle Bob, Et la Rolex. La Rolex, voilà. Enfin, Et il y a plein de qu'est-ce- trucs. Il y a plein de trucs qui essayent de raccrocher les wagons entre chaque histoire. J'ai l'impression que tu me racontes la même histoire de 3 façons différentes, et les 3 façons, ça m'emmerde. Puis c'est forcé, hein. Enfin, moi, je suis désolé, mais... Je trouve ça forcé. Oh, mais le coup de la Rolex dans le 3e, j'étais en mode... Oh, c'est bon, arrêtez. Moi, j'avais l'impression que pourquoi il faisait ça, c'était pour expliquer que chaque histoire n'est pas forcément unique, c'est qu'on a l'impression qu'on vit des choses uniques, là où en fait, à l'autre bout du monde, quelqu'un peut forcément avoir peut-être la même histoire que toi, tu vois, c'est peut-être ça aussi. je trouve que le film a plein d'intentions intéressantes, de bonnes intentions, mais que la plupart tombent assez vite à l'eau. Après voilà, moi je l'ai dit, c'est vraiment le sketch qui m'a marqué, c'est le 3e, même si je vois ce qu'il veut faire dans les 2 premiers, même si je trouve que le premier est vraiment pas utile pour le coup.
Le deuxième, voilà, on en a parlé sur les jets de malaise, mais je trouve que le troisième, il arrive à atteindre une certaine poésie. Moi, je trouve que le plan dans l'appartement, tu vois, le plan vide, le fait de tourner dans l'appartement, je trouve ça vraiment très très beau visuellement. Alors ce plan-là, ouais, par contre, je l'ai super kiffé, là, le plan de 360 sur toute la panoramique 360 sur toute la baraque, surtout que il utilise une lentille qui anamorphose. Du coup, ça distord les distances et les lignes, elles sont un peu courbées, je trouve. Et donc du coup, j'ai trouvé le rendu magnifique. Et la seule façon dont le segment à Paris a réussi à me captiver, c'est parce que je me suis dit, attends, ils sont où là ? Ils sont où ? J'essayais vraiment de deviner où ils étaient, et c'est un peu ça qui m'a laissé captiver pendant C'était 3 heures. vers pour Cardinal à un moment, je crois. Ah bah, ils font des, à un moment des fois ils font des passages, tu te demandes, mais attends, comment ils sont passés de tel arrondissement à tel arrondissement ? Ouais, parce que moi j'ai reconnu à un moment, il passe par un sens interdit et tout. Non, mais après, mon Fred, on l'a vu ensemble, et moi je me suis vraiment ennuyé très fermement. Et je me suis ennuyé au point où je sentais mes muscles contractés, là j'avais besoin de m'étendre. C'est pas agréable, J'attendais l'ovale, juste que ça finisse, et je savais que toi t'aimais. Genre je l'ai senti. Il me regardait pendant la séance. Oh putain, il kiffe, ça fait. Mais en fait, parce que genre c'est tout à fait genre ta sensibilité, et genre enfin. Je vais citer un grand philosophe, ça me touche pas, ça me parle pas, tu vois. Ah merci, je suis flatté. Non, justement, c'est ce que j'allais dire, mais pendant la séance, je me suis dit, mais c'est totalement le genre de film que kiffe Fred, en fait, parce que c'est du minimalisme, c'est essayer de raconter beaucoup de choses avec peu de choses Il m'a eu, spatialement. T'es un artiste. Putain, il m'a eu, putain. Alors que nous, on aime les gros blockbusters. Mais non. Nous, on aime Avatar. Pas que. Oui, il y a ce côté-là qui m'a touché, mais j'aimais voilà le fait que effectivement à partir de pas grand-chose, il arrive à émouvoir quelque chose. Enfin, je sais pas. En fait, si je peux illustrer le film, pour moi, c'est essayer de construire un château de cartes avec plein de thématiques et plein de trucs intéressants, mais il a confondu château de cartes et grain de sable. Et du coup, en fait, il essaye de mettre des petits grains de sable en se disant « Voilà, là, c'est super subtil, c'est super petit comme détail, les vrais cinéphiles, ils vont trouver. » Sauf qu'en fait, tu mets du sable sur du sable, bah, ça fait rien. Les vrais cinéphiles, non, parce que finalement, toutes ces références, c'est assez simple, on les a tous vues. Enfin, tu vois, je trouve pas qu'il y ait non plus des trucs cachés. Ouais. Puis mise en scène... C'est justement hyper frontal, genre. Si, justement, dans le première partie, ce que j'ai bien aimé, c'est que généralement tu cadres le regard au niveau du premier tiers de l'écran, alors que là, il laisse beaucoup d'espace au décor au-dessus de la tête des personnages, donc du coup, ça crée un sentiment de malaise un peu qui fonctionne. Et qui est intéressant, puisqu'à la fin, tu comprends que le décor dans lequel ils sont, il est faux. Donc tu vois, c'est pour ça aussi qu'il le filme, ce décor. Non, mais la première partie, en vrai, genre, je dis que je me suis ennuyé, mais je trouve qu'il y a des choses belles. Il y a un tragique qui s'en dégage parce qu'il y a une vraie trahison de la part du parent qui fait que vis-à-vis des personnages enfants, ça me peine. Mais genre, le deuxième arc, tu vois, il y a juste une incompréhension, il n'y a pas de fautif. Il n'y a pas de personne qui est mis à mal véritablement, si ce n'est genre tout le monde, mais il n'y a pas de trahison. Parce qu'il y a un vraiment fautif même dans le premier sketch. Le daron, pour moi, il est impardonnable. Bah, il vit sa vie, quoi. Il trouve sa manière à lui Il ment de... surtout à ses gosses, mais... Et le troisième arc, enfin... Après, est-ce que la mère dans le second sketch se ment pas non plus à elle-même en essayant à chaque fois d'être présente pour ses films, c'est aussi un peu hypocrite, quoi. Bah, le deuxième, c'est vraiment l'hypocrisie, c'est-à-dire que personne n'a envie d'être là, mais tout le monde fait le jeu. Donc, l'autre ment à ses gosses et l'autre ment aussi à ses gosses tout en jouant une hypocrisie, quoi. Alors, donc... dans le deuxième, elle se monte à tout. Oui, tout le monde se ment dans le deuxième, mais on joue de la convention sociale, de la réunion familiale. Bourgeois. Je trouve que l'ensemble manque de lion. Après, c'est souvent le défaut des films à sketch. C'est une mayonnaise qui a pas pris. Mais là où je trouve que tu prends un film comme Coffee Talk, vu que Coffee Talk, c'est des petits sketchs d'une quinzaine de minutes, ça marche pas. Ça a des irrégularités, tous ne se valent pas, mais justement, dès que ça évite la répétitivité parce que tu passes vite à autre chose. Alors que là, tu te sens pris au piège. Moi, franchement, le troisième, là, avec le frère et la sœur, qui passent leur temps à se dire « Oh là là, je suis tellement content d'avoir eu pour frère, t'es tellement incroyable comme jumeau. » Oh là là. Je suis d'accord. Mais embrassez-vous à la fin, en fait. Wow. Non, mais je suis désolé, moi. C'est l'amour fraternel. Et... Entre jumeaux, tu connais pas, c'est tout. Bah ouais. Moi, j'ai vraiment cru qu'ils allaient me faire une Lannister dans l'appartement. Mais non. Après, peut-être un truc qui m'a un peu agacé. Donc, on parlait du fait qu'il y ait des répétitions, comme le fait de trinquer avec des verres, le fait de parler de la Rolex. Il y a aussi une répétition, à un moment, dans chaque sketch, il y a une espèce de petite séquence de quelques secondes où il y a un plan qui dure vraiment Oui, il y a un cut, il y a un cut bizarre. De cut trop bizarre. On voit un plan apparaître, mais qui disparaît en même pas une seconde. Ouais. Et je suis un peu en mode, mais ça sert à quoi ça ? Et bah, moi je pense que c'est se toucher la nouille très fortement. Voilà, c'est peut-être ça un peu qui m'a agacé. Sinon, non, c'était sympa. J'ai passé un bon moment avec ce personnage. Ouais, bah pas moi. Moi,
Voilà. Est-ce que vos repas de famille sont aussi chiants? Franchement, non, tu vois, on sort, Enfin, ouais, c'est ce que j'allais dire, putain. on sort un Sky Joe, un Shit Happens, on se marre bien, tu vois. Sky Joe sauve beaucoup. C'est ça, j'étais en mode, putain, je suis content quand même de pas avoir des repas de famille aussi chiants, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, c'est la morale, c'est on ne choisit pas sa famille. Non, à la limite, le deuxième sketch, moi, ça me donnait très envie ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait. Hein. Ça, je suis d'accord. Ouais, ça m'a bien donné envie de boire Oui, du thé bah, avec de la crème. Et... Ça t'a donné faim, mais bon, t'as pas envie d'être avec elle pour autant. Ah, c'est le but après. Après, je voulais avoir une voiture et me balader dans Paris aussi, tu sais, avec l'accent américain. Moi, je trouve que ça circule vachement bien Paris. Et dans j'allais le dire, film, il a hein. le droit de rouler avec ça depuis qu'Hidalgo elle a passé ses trucs là. Il a pas le droit de rouler avec ça normalement. Mais de ce que j'ai vu, c'est que du coup, Jim Jarmusch est très amoureux de la France et qu'il veut maintenant faire que des productions en France. Bah, s'il veut, hein. Donc voilà, à voir. Rien à foutre. Ok. Non, mais regarde des films comme Patterson. Patterson, ou, c'est très très Mais non, bien. mais c'est tragique Ouais. parce que je voulais vraiment regarder du Jarmusch avant d'aller voir Father, Mother, Sister, Brother. Et en fait, genre, je suis allé sur Canal, il y avait que The Dead Don't Die, que Ah j'avais ouais, non. déjà vu et qui m'avait Ah non. profondément ennuyé. Bah, ils sont sur Mubi ces films. Oh. mais alors, je te voilà. conseille, Ouais. donc t'as Patterson et surtout. Only Lover Left Alive. Non, c'est celui-là avec Euh, Forrest Whitaker. Ah oui, Ghost Samurai. Ghost Non. Dog. Ah mais je l'ai Ghost vu Dog. celui-là, putain, c'est très- vrai bah, que ça Ghost fait Dog, c'est longtemps que je vachement l'ai bien vu. parce que t'as le côté très poétique de Jarmusch, avec beaucoup de réflexion. Sauf que tu suis un tueur à gages qui, en fait, vit en suivant le Bushido. C'est-à-dire qu'en fait, il se répète toujours des mantras, etc. pour vivre sa vie, mais en fait, derrière, il tue des gens et il est en conflit avec des yakuza. Enfin, je dis des yakuza, en fait, il est en conflit avec la mafia. Ouais. Et ça a vraiment un bon mélange de genres pour le coup. Mais par contre, si tu le regardes, bon, je sais que tu le regardes de cette façon, regarde-le absolument en VO parce que la VF est dégueulasse à cause du coup du personnage du vendeur de glace là, Oui. qui est en créole en VO, et donc du coup à la VF ils ont foutu un accent, je sais pas, un accent dégueulasse. Enfin, vraiment ils ont mal géré la VF à ce niveau-là. Donc voilà. Non, c'est très bien Patterson, c'est vraiment l'instant présent. C'est un personnage qui a une vie assez rangée, routinale, et qui arrive à trouver de l'art dedans et du En bonheur. faisant de la et- poésie notamment. En écrivant de la poésie. Mais Il a- j'ai envie de les voir, hein, parce que je sens bien que les deux derniers Jarmusch, c'est des films plan-plan Bah, moi, super chiants. hein. pour bien aimer le monsieur, je trouve que Father, Mother, bref, le film Ouais, c'est pas son plus beau. c'est qu'on pas a son vu là, plus c'est grand. très en dessous d'un Patterson ou d'un Ghost Dog par exemple. Ou Only Lover Afterlife, voilà, film de vampire. Incroyable. Non, mais je vois bien, mais bon, je trouve ça très curieux que ce film-là ait un lion d'or, quoi. Mais ça, l'année dernière, le Lion d'Or, c'était La Chambre d'à côté. Hein. Ah ouais. Oui, non. C'est pas un film qui Ouais. m'a marqué. Non plus. C'était Ouais, pas j'avoue. nul du tout, mais c'est pas un film que j'ai trouvé extrêmement marquant. Et je vois même pas c'est quoi. C'est de la Almodovar. L'Almodovar, tu l'avais pas vu toi. Ouais, je l'avais manqué celui-là. C'est pas le film que je trouvais. Mais pareil, il y a un truc qui est en commun entre les deux, c'est cette idée de minimalisme. C'est vrai. Et j'ai l'impression qu'à Venise, en ce moment, le minimalisme se fait sa place. À Berlin, le Lyon. Berlin. Non, c'est la Mostra de Venise. C'est la Mostra. Ah, c'était la Mostra, je crois que c'était Lyon. Le lion, c'est la Mostra et l'ours. L'ours, Ah, j'ai oui, confondu d'accord, lion et l'ours, ours, c'est pardon. Et le canard, c'est à Cannes. Bah, c'est la palme. Le fameux canard de Cannes. Je viens de tilter, vraiment. J'avoue que moi aussi, je viens d'avoir la révélation il y a 20 secondes avant de la faire. C'est beau. C'est un Voilà. palmier. hein. C'est un C'est un palmier. palmier, hein. hein. C'est pas une palme de canard. hein. Mais pour 100 cannes, c'est. Ah, je veux dire, il y a que des canards là-bas. Dans ces cas-là, il faut une canne de vieux parce qu'il y a que des vieux qui habitent à Cannes. Puis voilà. Bah, c'est bien d'eux que je parle, les canards de Cannes. Mais je te parle des cannes des vieux parce que il marche avec des cannes les vieux là-bas là. C'était le Camoulox. Ouais. Allez, Tu peux faire cette vanne là aussi. Hein. allez, passons à autre chose. Passons au chiffre. Alors, donc, du coup, budget inconnu pour ce film-là, encore, je pense qu'il faut mieux pas le savoir. Donc, pour un box-office mondial à environ 3 millions de dollars, dont environ 536 000 aux États-Unis. Et pour la première semaine en France, qui était du 7 au 13 janvier, il a fait 145 064 entrées. C'était le premier des nouvelles sorties de la semaine. Oh. Bon, en même temps, il y avait rien d'autre. Ah oui, il y avait vraiment rien à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça qu'on a décidé de reporter l'émission à une semaine. Parce que sinon, c'était vraiment le film principal. On en aurait parlé encore de plusieurs heures ensemble, je pense. Non LOL. Non. Il y a un autre film sympa qui est sorti la même semaine. hein. C'est vrai que du coup, en petit rattrapage, qu'est-ce que vous avez sous la dent? Bah moi j'aimerais bien enchaîner sur les échos du passé parce qu'il y a une petite comparaison à faire avec le Jarmusch. Alors je retrouve juste le nom de la réalisatrice. Et donc voilà, je vais vous parler des échos du passé de Masha Chilinski. Donc c'est un film allemand qui a eu le prix du jury. Ex aequo avec Sirat. Voilà. Ouais, prix ex aequo avec Sirat. Et premier film aussi. Donc en fait le concept des échos du passé, c'est que ça se passe dans une ferme en Allemagne, mais qu'on va suivre la ferme sur différentes périodes et différentes époques.
Et en fait, pourquoi je comparais avec le Jarmouche, c'est qu'on a cette même idée d'avoir plusieurs récits, mais on va pas avoir ce côté sketch, on va pas avoir telle époque, puis telle époque, puis telle époque. C'est comme le titre l'indique, des échos, c'est-à-dire qu'on va avoir une portion qui se passe au début, je donne pas exactement les époques parce qu'on le découvre dans le film et c'est important, mais ça se passe au début du XXe siècle. Il y a une époque qui se passe dans les années 70-80 et une autre période où tu vas voir que c'est vraiment le monde contemporain. Mais en fait, tous les récits s'entrecroisent tout le temps. Et en fait, le point commun de ces récits, donc, c'est cette ferme-là, et c'est surtout une idée d'héritage qu'en fait tu comprends au fur et à mesure que tu suis les membres d'une même famille. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que le film te donne pas du tout toutes les clés. C'est-à-dire qu'en fait, tu te lances directement dans une scène, tu passes d'un personnage à un autre, et c'est au fur et à mesure du film que tu commences toi-même à faire les liens. Et je trouve que c'est vraiment super bien. Et c'est très fantomatique comme film, parce que tu as vraiment cette idée de... Tu suis un personnage, et tu as une éruption du passé, et en fait, tu as plein de points communs entre chaque époque. C'est-à-dire que dans le Jarmouche, on avait cette idée de tu as une phrase qui revient, tu as un motif qui revient à la montre. Là, c'est la même chose, mais ça a vraiment du sens. Je trouve que rien n'est gratuit dans le film. Tout fait du lien. Et en termes de mise en scène, c'est très intéressant en termes sonores notamment. Alors, je vais pas dire que c'est lynchien, parce que ça a quand même sa propre patte, mais on retrouve cette idée de texture du son à la Lynch. Et aussi dans l'image, c'est cette idée d'image qui va se mettre plus ou moins au ralenti et ce sont très graves que tu peux avoir dans Eraserhead, que tu peux avoir dans Twin Peaks notamment. Et tu as toute une notion de la douleur, notamment la douleur des femmes qui vont traverser les époques. Je donne pas plus de détails, mais il va être question aussi de la stérilisation forcée des domestiques, question d'inceste, de viol, ce genre de choses, de suicide. Donc en fait, c'est un film quand même assez dur. Et en même temps, c'est dur, mais vu que tu as beaucoup de moments familiaux, je trouve que ça reste grave, mais c'est pas totalement asphyxiant. Et notamment parce que tu as une des époques qui est racontée à travers le regard d'un enfant. Et je trouve que ça arrive à quand même désamorcer un peu la gravité du film, même si au bout de 2h30, ça peut être un peu lourd à subir. Voilà. Et c'est beaucoup en termes de mise en scène, des plans qui sont... très calfeutré, c'est-à-dire qu'en fait on voit des plans à travers des serrures, des plans qui sont toujours mis de côté, c'est-à-dire que le spectateur est mis au même niveau que ses personnages, en fait à côté ne peut pas s'exprimer. Voilà. Non, Donc c'est vraiment très particulier comme film, mais je pense que c'est un film qui vaut vraiment le coup, parce que tu as beaucoup d'onirisme, et même de l'onirisme qui tire même presque à l'horreur en fait, des fois avec cette mise en scène. C'est marrant parce que quand tu présentes le film, ça me fait beaucoup penser à Chronology of Water de Kristen Stewart, là où c'est pas plusieurs générations, mais c'est une seule et même femme qui vit plusieurs traumatismes de ceux de la vie d'une femme dans la vraie vie. Donc ça... Mais voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film te donne pas beaucoup de clés, et en fait c'est à toi-même de faire le lien, donc ça demande un peu d'effort pour le suivre, mais je trouve pas que ce soit impossible. Et quand tu arrives à faire les liens et que tu vois toutes les choses qui relient ces différentes époques, c'est très prenant en fait. Ok. Je sais pas sur quoi rebondir. Voilà. T'as envie de parler de la femme de ménage, toi ? Oh, je peux en parler vite fait. Tu disais, faut réfléchir. Moi, j'ai vu un film dans lequel faut pas réfléchir. Non, la femme de ménage. Alors, je n'ai pas lu le roman, donc je ne saurais pas dire. Il y a 3 tomes. Il est très différent, je crois, de l'adaptation est très différente. Voilà, donc je ne saurais pas dire en quoi si ce qui se passe dans le roman est similaire ou pas. Il n'empêche que pour moi, c'est quand même le McDo du thriller, c'est-à-dire que c'est insipide, mais t'as quand même bouffé. Enfin, si je puis me permettre, c'est exactement ce qu'est le livre. Hein. C'est du gros thriller domestique, livre assez facile à lire. Tu lis ça sur la plage. Voilà, c'est à peu près pareil. Sauf qu'il y a une personne qui surnage dans toute cette merde, c'est Amanda Seyfried. Parce que putain, elle met une vitesse à Sydney Sweeney en termes d'acting. Sydney Sweeney, elle a 2 expressions faciales pendant tout le film, t'as l'impression qu'elle se fait chier à être là. C'est assez dur quand même. Et si t'es habitué à ce genre de truc, tu vois venir les retournements de situation à des kilomètres. C'est juste... voilà, c'est Paul Feig qui le réalise, il avait déjà réalisé L'ombre d'Emily, et je trouve ça dingue que ce mec réussisse à faire à chaque fois des films potables, mais où il n'y a aucun panache. Vraiment. Ce mec, quand même, à l'origine d'une des meilleures séries teenage qui a été faite, qui est Freak and Geeks. Je sais pas comment t'arrives à... Ta grosse première œuvre, c'est Freak and Geeks, qui est quand même considérée comme une des meilleures séries teenagers qui existent, à tous ces films potables. Voilà, et vraiment sans aucun panache. Donc du coup, à chaque fois, c'est juste tu passes
moment. C'est littéralement, le film, c'est un moment que tu passes. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire, quoique si je trouve la fin intéressante. Pas intéressante, vraiment la toute fin, je dis ah ok, ça amène à quelque chose qui est quand même sympa, tu vois. Bah, ça mène à une suite, de ce que je comprends. Alors ça amène à une suite, mais même dans le discours du film, enfin dans le discours que ça veut dire du coup, je trouve ça cool comme fin. Mais sinon, ouais, je sais pas. Le film fait déjà un carton, donc je vais pas vous le conseiller de pas aller le voir ou pas. Le film fait déjà un carton. Mais voilà, est-ce qu'il fait un carton parce que y a des mecs qui ont envie de voir Sydney Sweeney oui. On a inventé une expression avec mes collègues, c'est ce Sydney Sweeney. Enfin, je suis désolé, mais c'est vrai, il y a énormément de gens qui vont voir ce film juste pour l'actrice. Et je vais pas mytho, j'y suis allé un peu pour ça aussi. Hein, je vais pas... Ah d'accord. Ah bah je vais pas, non, je vais pas mytho. Hein, Okay. Je suis un mec célibataire. Non, mais c'est... Puis Sydney Sweeney, en vrai, malheureusement, a fait que des mauvais choix dans sa carrière. Donc malheureusement, oui. Là, Après, le roman est très très populaire, donc ça oui, m'étonne pas que ça les aussi, gens oui. viennent voir l'adaptation. Hein. Voilà. Mais par contre, oui, je me souviens de ma séance où le mec était vraiment beaucoup trop impliqué. Dès que le générique de fin il a commencé, il s'est barré seconde 1 du générique de fin. Ah ouais. Ah ouais, non, le mec était vraiment trop impliqué à tel point où j'avais envie de lui dire calme-toi, mec. Vraiment. On aurait dit moi devant à contresens. Pour revenir sur Sydney Sweeney, là, bientôt on aura droit à son biopic qui est déjà sorti aux États-Unis, qui a été un four. Le Je suis assez truc, curieux. Sur la boxeuse. Ouais. C'est dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines que ça sort. C'est en mars. C'est en mars, voilà. Et donc je me demande ce que ça peut donner, tu vois. Il faut pas non plus se fier à la critique, mais c'est malheureux parce que moi je la connais que d'Euphoria et après elle assume de pas rechercher à faire une grande carrière d'actrice et de. Ouais. Après un truc qui est tombé aussi sur elle, c'est que en dehors de sa carrière, ouais, elle est hyper. La persona a pris un sacré coup. Non, mais même genre de ce que j'ai compris, c'est qu'elle a fait du marketing pour une marque d'extrême droite américaine qui s'appelle American Eagle. Il y a un truc un peu où elle. Ouais, après, Ouais, il y a eu elle penche, beaucoup voilà, de- sur il y a eu- ses idéaux- il y a eu sur ses beaucoup idéaux de politiques. surpolémiques et plein de trucs aussi Oui. sur ça. Hein. Trêve de Sweeney, mes amis. Jérém parle des suites. Sweeney, suite. Sweet, jean. Parce que les jeans de Sydney Sweeney, suite. Soute. Pour cette première émission de l'année, donc pour cette première émission de l'année, je vais vous faire la chronique annuelle des suites, et donc 2026 ne va pas déroger à la règle. Comme l'année dernière, je vais vous parler des suites directes, certes, mais parfois aussi de soft reboots, etc., etc. Bref, tout ce qui se rapproche d'un film déjà existant. Comme à l'accoutumée, on va faire ça dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que je vais tout d'abord vous parler des deuxièmes volets, puis des troisièmes, et ainsi de suite. Et on va parler donc les différents films annoncés et discuter un peu de si ces projets vous tentent ou non. Et donc n'hésitez pas à intervenir dès que vous le voulez, messieurs. Précision avant toute chose, je ne fais qu'avec les sorties qui ont été annoncées et les dates de sortie françaises que je vais vous donner donc sont sujettes à modification, voire les films peuvent se faire totalement annuler, on ne sait pas. Donc c'est parti pour le deuxième volet qui sort cette année. On va faire ça dans l'ordre chronologique en partant de janvier pour aller jusqu'à décembre. Et j'ai encore l'impression de me répéter car comme l'année dernière, une suite d'un film avec Gerard Butler est sortie en tout début d'année avec Greenland Migration sorti donc ce 14 janvier. Ils ont fait une communication dans laquelle le UGC Créteil est détruit. Quoi ? Voilà. Alors, D'accord. pour la petite histoire, Greenland Migration, en gros, ils sont au Groenland. Faut qu'ils migrent parce que voilà, c'est la merde. Et le seul endroit potable, c'est au sud de la France. Oh. Donc j'aimerais trop les voir dans la diagonale du vide, en pleine apocalypse. Et pourquoi UGC Créteil détruit? J'ai pas compris. Leur plan de com. D'accord. Viendra ensuite en février le mois des suites françaises, car le 4 février sortira Marsupilami de Philippe Lachaud, suite du film d'Alain Chabat de 2012 avéré, car Jamel Debbouze reprend son rôle. Ah ok, je savais pas que c'était une suite. Bah, je sais pas si t'as vu la bande-annonce, mais Jamel Debbouze est dedans, donc ça a un peu intronisé le fait que c'était une suite. Ok. Après, quand il dit le personnage de Jamel Debbouze, ce sera juste Jamel Debbouze. Oui, non, parce que moi quand j'ai vu que c'était Lachaud qui reprenait le truc, je me disais que c'était vraiment une espèce de remake, quoi. On repart à zéro. Mais ok. Je sais pas, c'est ce que dit Wikipédia en tout cas. Et le 11 février, la suite que tout le cinéma français attendait, LOL 2.0, suite qui sort 18 ans après le film original, et toujours avec quelques têtes du casting du premier, donc bien évidemment Sophie Marceau, François Fabian et Alexandre Astier notamment. Mais c'est marrant parce que, genre, la grippe des suites 15, 20, 30 ans plus tard, elle a vachement pris Hollywood, et là, tout à coup, tu nous parles de Marsupilami, dont le premier volet était sorti il y a quand même 14 ans, et LOL, qui a 18 ans. Donc, est-ce que bientôt, on va pas avoir les Intouchables 2 ?
Je crois pas. J'espère pas. Intouchable. Intouchable, ouais, pardon. Je pense pas que Toledano Nakash referait un atout. Bienvenue chez les Ch'tis 2. Non, franchement, par contre, bienvenue chez les Il y avait Ch'tis 2. l'idée à un moment. Il y avait l'idée de Bienvenue chez les Ch'tis Ch'tis 2, franchement, c'était la Ch'ti de famille, je pense. Ah, Moi, je pense que ça tape 10 millions d'entrées. ouais. Non, Franchement, non. Numéro 1, ça défonce Titanic. En vrai, je demande pas à Danny Boone de le faire juste pour tester. Hein. Pas de deuxième volet en mars, donc on passe tout de suite en avril où le premier sortira la suite du plus gros succès français de l'année 2023, enfin au box-office français de l'année 2023, Super Mario Bros avec Super Mario Galaxy, en espérant que la VF soit aussi bonne que dans le premier opus. bah, tu vois, ça me tente bien. Oui. Parce que j'ai un très bon souvenir du premier jeu. Super Mario. Et du jeu vidéo, peut-être. Oui. Continuons en avril avec une nouvelle suite française, Cocorico 2, qui crie son clavier de retour dans son rôle de père de famille de droite, et ça sort donc le 8 avril. Ce même jour, dans un style totalement différent, Wedding Nightmare 2 sortira. Après la belle famille à buter dans le premier, le niveau supérieur est atteint. Ce sont des familles de riches à buter. Tout ça dans un fun un peu décomplexé. Toujours en avril, la suite, encore une fois, d'un film vieux de 20 ans, Le Diable s'habille en Prada 2, toujours avec un casting impressionnant, Meryl Streep, Anna Thaoué, Emily Blunt, Stanley Tucci, en plus de caméos peut-être surprises qui peuvent en faire un bon prétendant au plus gros casting de 2026. Passons en mai, où le 6 mai sortira un film qui aura été décalé de presque un an, Mortal Kombat 2, suite du film SVOD et qui selon moi était très mid, et pour que le film soit décalé d'autant de temps, je suis pas sûr que celui-là sera meilleur. Ça veut dire qu'ils vont faire une suite ciné d'un film VOD? Ouais. Est-ce que ça s'est déjà vu? Vu que le premier était sorti période Covid, c'est un peu, tu vois. Ah ouais. Ah bah techniquement, si tu considères que After, y a pas eu. non, Predator Badlands est une suite de Prey, techniquement si. Ah oui. Voilà. Passons directement de mai à septembre, car le 16 septembre sortira 28 ans plus tard, de manière purement oratoire et donc rien à voir avec les films, Les Ensorceleuses 2, avec notamment Nicole Kidman et Sandra Bullock. J'ai trouvé ça marrant que le film sorte 28 ans plus tard, voilà, parce qu'on parlait de 28 ans plus tard, c'est Ouais, juste ça. Ok. Par la suite, un film qui vaudra sûrement le coup avec la suite d'un film de David Fincher, sans lui à la barre cette fois-ci, mais malgré tout le scénariste Aaron Sorkin derrière, The Social Reckoning, suite donc du Social Network, qui va traiter des dernières affaires concernant Facebook. Et enfin, le dernier deuxième volet de l'année sortira le 2 décembre et David Harbour remplira dans le rôle du Père Noël dans Violent Night 2, pas grand chose à dire de plus là-dessus, pas vu le premier et je m'en fous du 2. Et le truc de la suite de Once Upon a Time in Hollywood, ça devait pas sortir en C'est une série. 2026? C'est une série, je crois que c'est pas étonnant. C'est Netflix, je crois, non? Ah mais oui, ça sort pas au ciné. C'est pour ça, moi je parle que des suites qui sortent. Mais au cinéma. c'est une série en plus, non? Non, Ouais, c'est c'est un une série, film. Ah bah, pour moi, c'était une série. Ah. Mais je- t'as oublié une suite très importante qui sort bientôt, dans un mois. Non, t'inquiète, c'est pas parce que c'est pas un deuxième volet, c'est un troisième. Silent Hill. Ah bah ouais, c'est un troisième volet, mec. Donc on va passer au troisième volet. Et justement, tant qu'on en parle, le troisième volet le plus proche de nous n'est pas si loin puisqu'il s'agit d'un des films les plus attendus par Fred cette année. Retour à Silent Hill de Christophe Gans qui sortira le 4 février. C'est vrai qu'en fait, j'étais tellement resté sur la datation, vu que c'est la datation du jeu, du deuxième jeu, je pensais que c'était. Mais effectivement, entre temps, il y a. Il y a eu Silent Hill Révélation 3D malheureusement. Voilà, ouais, malheureusement. Par la suite, on passe au 1er juillet où une suite animée sortira pour les Mignons. Jamais été intéressé par la saga, mais ça fonctionne bien au box-office, donc pourquoi les studios s'en priveraient? Quelqu'un en a quelque chose à faire? Bon, non, ce sont pas les mignons. Voilà, personne, on va pas le traiter celui-là. Et alors, la fin d'année, c'est le festival des troisièmes volets, car le 28 octobre sortira une autre suite animée, celle de Shaun le Mouton. 2 semaines plus tard, nous aurons le droit à la deuxième partie du deuxième volet de Kaamelott. On va enfin voir, peut-être, voir un semblant d'avancement dans l'intrigue. Prédiction, si celui-ci se plante, il n'y aura jamais de Kaamelott troisième volet. Ça, c'est une prédiction personnelle que je fais. Bah attends, mais Kaamelott, pardon, il y a eu 2 films, là, donc là, c'est le troisième, C'est ça. C'est ok. deuxième volet, partie 2. Ah oui, pardon. Ok. Donc, c'est pour ça. Mais je crois que non, tu l'as pas vu, toi, Fred. J'en ai vu aucun. Donc, ouais, Du coup, je t'en fiche un peu. il comptait faire un troisième volet initialement. Bah, c'est ça, oui. En fait, il a fait le deuxième volet en 2 parties. Ouais, pour et faire- puis après un troisième Mais volet. voilà, mais moi je pense que si ce deuxième volet se plante, enfin la deuxième partie de ce deuxième volet se plante comme elle a fait le premier, pour moi c'est mort, il fait pas le troisième volet. Et décembre, c'est vraiment l'apothéose des troisièmes volets, car il y en a un quasiment chaque semaine. Le 9, Jumanji 3 sortira avec les personnages du jeu qui vont débarquer dans le vrai monde de la réalité véritable. Le 16, Denis Villeneuve est de retour avec Dune partie 3 qui sortira en face d'un film qu'on évoquera un peu plus tard. Dune 3, grosse attente ou pas? Non, mais c'est ça ma question. Tu vois. Bah franchement, ouais, j'en attends quand même pas mal de ce qu'on m'a dit du bouquin, de comment on peut l'adapter. Ouais, franchement, pourquoi pas, franchement. Moi, j'ai pas été très marqué par les dunes de manière générale. Donc, Ok, non, moi j'attends même ce jour, le Dunes Day, le fameux Dunes Day.
Putain, c'est Ah, cool. parce que du coup, il y a Avengers Doomsday qui arrive. Bah Mais c'est ouais, toujours pas, j'allais- mais c'est on allait l'idée. en parler après du coup, Bah puisque oui. je vais l'évoquer par la suite. Et enfin, le 23 décembre, encore une suite animée. Cohen va s'empresser d'aller voir Angry Birds 3. Ça, j'aime bien. Pour les 4e volets de cette année, un qui est déjà sorti et dont vous avez déjà notre avis 28 ans plus tard, le Temple des Morts, donc pas besoin d'épiloguer là-dessus. Par la suite, on passe directement à fin juillet, car le 29 sortira le 4e film Spider-Man avec Tom Holland qui s'intitule Brand New Day. Bizarre qu'on n'ait pas eu aucune image, enfin qu'on n'ait pas eu d'image pour l'instant. Marvel, souvent, ils font ça un peu tard, non? Ouais, mais t'en as eu sur Doomsday, donc c'est un peu bizarre. Un mois plus tard, le 26 août, le Indiana Jones animé espagnol revient avec prédiction personnelle, car le titre français n'est pas encore sorti, Tad l'explorateur et la lampe magique. Et enfin, le 25 novembre, Ariana Grande rejoint la famille Forniquet et Barnes dans le nouveau volet de Mon beau-père et je ne sais pas quoi cette fois-ci, car le titre français n'est toujours pas public. Donc plutôt beau casting avec Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson qui reprennent leur rôle également. Cette année, 2 5e volets, tous deux sortis par Disney. Le 17 juin, Toy Story 5 avec une confrontation entre les outils numériques face aux bons vieux jouets. Vous avez Bah, pour le coup, moi, je l'attends pas trop, ce film. Je trouve que c'est un peu... J'en ai un peu marre, Toy Story, là, pour le coup. Ouais, parce que du coup, le 3, tu te dis, c'est tellement... Mais oui, c'est ça. Le 4, je l'ai un peu oublié, pour le coup. Je l'avais apprécié, Toujours mais sans pas vu le plus. 3. Et je trouve que c'est un peu trop, là. Tu vois, dès qu'on arrive au 5, à la limite, Shrek 5, ok. Mais Toy Story 5, je sais pas. Je suis pas forcément hype. Et donc, on va en parler, l'un des films les plus attendus de l'année qui sortira en face de Dune partie 3, Avengers Doomsday. Donc, le fameux Doomsday, qui donc aura lieu le 16 décembre. Votre priorité ce jour-là? Alors, en fait, j'avoue que moi, Marvel, depuis Endgame, ça m'intéresse Bah, plus spécialement. Il y a quand même un plus grand bagage par rapport à Doomsday. Je préfère aller voir Dune, perso. Mais malgré le fait que je suive les Marvel, etc., plutôt Dune Pour partie Dune. 3 également. Moi, à la limite, je me vois, si je le fais en une journée, ce parcours, j'irais peut-être voir Dune seul. Et Doomsday, j'aimerais bien le voir en fin de journée avec des amis. Tu vois, un truc un Ouais. peu qui se partage plutôt. Là où Dune, ça me dérange pas de le voir seul. Tu vas te faire éclater les oreilles par Denis Villeneuve, là. Ah oui, oui, il faut le voir dans de bonnes conditions aussi, surtout Dune. Hein. C'est ça. Et donc ensuite, pêle-mêle pour les sagas qui sortiront plus qu'un 5e volet. Le 25 février, Scream 7 débarquera pour la première réalisation du scénariste historique de la saga Kevin Williamson. Alors pourtant, j'ai bien aimé Scream 5 et dans une moindre mesure Scream 6, mais aucune envie sur Scream 7, vraiment, hein, malgré le retour de Neve Campbell. Et en plus, ça a l'air de tourner autour d'une histoire sur sa fille, donc un peu éloignée de ce que faisaient les films d'avant. Donc apparemment, la saga tourne en rond. Le 10 juin, la parodie de Scream, Scary Movie 6, sortira et essaiera, on l'espère avec brio, de parodier tous les éléments du Elevated Horror. Et pour la blague, des Legacy Sequel, ça se nommera juste Scary Movie. Ah ok. Voilà. Ok. Il n'y aura pas le 6 dans le titre, ce sera juste pour faire genre comme Halloween, Scream, qui sont Ok. sortis récemment. Encore dans l'horreur, le 22 juillet, le nouveau volet de la saga Evil Dead, avec Evil Dead Burn, réalisé par le français Sébastien Vanitschek, réalisateur de Vermine. Et ça m'intéresse de fou. Ça, c'est intéressant, surtout au scénario. Ouais. Et Parce donc, que c'est Sébastien Vanitschek. voilà, Et parce que- Florian Flaubert. Florent Bernard au scénario également. Donc, du coup, Sébastien Vanitschek qui a été adoubé par Sam Raimi pour faire ce volet de la saga. On va voir ce que ça donne, mais je place beaucoup d'espoir en ce film personnellement. Bah, je pour pense l'avoir rencontré en Q&A. en après-séance, quand il y avait Vermine, c'est vraiment un mec c'est un mec de la débrouille, hein, qui a fait vraiment tous ses courts-métrages comme tu le fais avec des amis à la fac. Donc que le mec soit arrivé jusqu'à là pour faire Evil Dead, c'est un mec qui a vraiment de la tête pour réfléchir, même s'il n'a pas les moyens. Donc là, il a les moyens de faire un truc, donc je pense que ça peut être intéressant. Horreur toujours avec le 6e volet d'Insidious, Insidious The Bleeding World, qui sortira le 19 août. Oh, faut arrêter. Hein. Ouais, voilà, les derniers étaient vraiment osef, donc ça risque encore d'être le cas pour celui-ci. Horreur encore et toujours avec le 7 octobre, le 6e volet d'une saga française, Du Cobu et le fantôme de Saint-Potage, toujours réalisé par Elise Moon. Oh là là, faut arrêter. 6 Ouais, c'est le 6e, ouais. Déjà. Moi, je me souviens, mais il n'y a pas si longtemps que ça pour moi. Je passais devant le MK2, il y avait du Cobu 3. J'ai hésité. Le 3, mais putain, ça date. Bah, peut-être qu'il y en a un tous les ans. Oh putain. Elise Moon, il carbure en fait. Bah ouais, c'est ça, on gagne pas. Hein. En fait, Cobu. Linklater, il fait 2 films par an. Ouais. Elise Moon, t'inquiète, il est là. Hein. Bah, du Cobu 3, c'était en 2020. Bah voilà. Mais c'est vrai que 2020, c'était il y a 6 ans. Attends, Du Cobu 3, c'était en 2000, combien t'as dit? 2020. Le 5 Ah ouais, février ouais, bah ouais. 2020. Donc oui, c'est pareil logique, un film tous les 2 ans en fait, un truc dans le Mhm. genre. Et enfin, le 25 novembre, le nouveau volet de la saga Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, qui est donc le 6e volet, si je dis pas de Et bêtises. c'est le deuxième des. Parce qu'il n'y avait pas déjà eu un premier film qui est sorti il y a quelques années où ça se passait avant. C'est ça. C'est ça, hein. Et donc là, donc, c'est la ça fait suite. partie de la saga Hunger Games en général. Voilà. Ok.
J'ai pas suivi la saga, donc... Mais c'est bien. Non, là, tu as les 4 premiers. Ensuite, tu as le spin-off qui se passe vraiment genre 80 ans avant. C'est les toutes aux origines de... Il était comment le spin-off? Mais il est très bien. Ok. De Snow, là, le président Snow. Et là, donc... Ouais, le spin-off premier, je crois que c'était genre les 10e ou 20e éditions des Hunger Games. Et là, c'est les 50e. Ok. Et j'ai vu les BA, il y a une vibe un peu Midsommar, j'ai vu. Ok. Bon, Donc, pourquoi non, pas. parce que ça a l'air très fleuri. Ok. Je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, avec tout ça, vous avez une vision assez globale du paysage des sorties, des suites de cette année. Et donc, bonne année 2026 au cinéma, mais pas qu'avec les suites. Alors le Joker, je me suis dit, j'ai eu plusieurs idées. Je me suis dit que dans la dernière mission, on avait quand même parlé d'un peu de nos films qu'on attendait pour 2026. Rappelez un peu vos films déjà. Moi, c'était plutôt l'Odyssée, en gros blockbuster. Autrement, il y avait Shyamalan qui sort son nouveau film, donc bien évidemment que c'est une de mes plus grosses attentes de l'année. Ok. Toy Story 5, Ouais. l'Odyssée et en vrai Mario Galaxy, hein, franchement, ça va être cool. Ok. Moi, j'avais parlé de L'Inconnu d'Harari, parce que c'est une adaptation de la BD qu'il a faite, et j'étais très curieux de voir comment tu passais de la BD au cinéma, surtout. Ok, intéressant. Donc on a parlé de ces films qu'on attendait avec impatience, mais est-ce que vous avez des films que vous attendez avec impatience, mais dont vous avez honte? Un peu des espèces de péchés mignons. Je me dis que ça pourrait être intéressant d'en parler. Est-ce qu'il y a des films où vous le sentez peut-être pas en fait aussi? Où vous vous dites, bon, je l'attends avec impatience, mais en même temps j'ai un peu peur. T'en poses des questions, mec. Bah, ouais. Non, mais attends, bah du coup, je vais Moi, un ressortir exemple, un exemple ma pour liste. moi, par exemple. Moi, ce qui me fait peur, c'est Scary Movie. Bon, là, tu m'as dit que c'était Scary Movie tout court. Mais Scary Scary Movie Movie 6, techniquement. Par exemple, Scary Movie, ce qui me fait peur, c'est que je trouve que l'humour des Wayans marchait très bien avant. Mais des fois, quand je me refais des Scary Movie, je trouve que c'est un peu gênant à l'ère d'aujourd'hui. Ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Et du coup, ce qui me fait peur, c'est que Scary Movie est toujours cette espèce d'humour qui ne marche plus. Et bah voilà, c'est ça qui, moi... Après, regarde un film comme... Alors, c'est très différent, mais un film comme Top Gun. Moi, je trouve que le Top Gun Maverick, il avait réussi à garder l'essence de Top Gun, mais en l'adaptant au monde contemporain, si je puis dire. T'avais pas ce côté... Tu regardes le premier Top Gun, t'as un côté très macho qui en ressort. Alors là, t'as toujours ce côté blouson en cuir, on fait du volleyball musclé sur la plage dans Mavericks, mais t'as pas ce côté années 80 qui a mal vieilli. Je trouve que ça l'adaptait très bien. Donc ça se Ok. trouve, l'humour va juste s'adapter. Ok, bah mais c'est vrai que c'est aussi même la question que disait Jérémy, c'est que il y a eu tellement de films d'horreur depuis, parce que le dernier Scary Movie 5, c'était en... C'était il y a pas si longtemps que ça, il me Ah, semble. ok, d'accord. Ça, le pire. Ah, mais tu vois, entre-temps, il y a eu tellement de nouveaux films d'horreur que je sais pas comment ils vont pouvoir condenser le tout. Donc bref, est-ce que vous, dans votre répertoire, est-ce que vous avez un film que vous attendez, mais qui en même temps vous effraie? Parce Alors- que vous ne savez pas trop où ça va. Pour reprendre la première partie de ta question, l'attente un peu plaisir coupable, entre guillemets, ce serait un peu Jumanji 3, parce que certes, je sais que les films sont pas fameux, mais je sais pas, c'est des films que j'aime bien. Je sais que c'est pas ouf, mais voilà. Et autrement, des films où j'ai peur, tu vois, où je me dis, j'ai peur que ça se pète la gueule. Il y a notamment la bataille de Gaulle. Parce que je me dis, c'est la plus grosse ambition du cinéma français de cette année. Je connais pas du tout le projet. Alors, je rejoins totalement Jérémy, c'est vrai que sur le moment, j'avais pas pensé quand on en avait parlé dans l'émission, mais moi je suis très très hypé, notamment parce que contrairement au film qui avait été fait avec Lambert Wilson, là c'est adapté de la biographie de Julian Jackson, donc c'est un énorme pavé, et comme dit Jérémy, en termes d'ambition, c'est un film qui va être en 2 parties, mais il y a vraiment l'idée de couvrir l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. Je tiens à dire 2 parties qui sortent à 3 semaines d'intervalle. hein. Ah oui, d'accord, donc Et- c'est vraiment... Et ok. t'as vraiment cette idée vraiment de suivre il y aurait De Gaulle aussi, mais il n'y aurait pas que De Gaulle. T'as Leclerc, t'as Jean Moulin. T'as vraiment cette idée de suivre tout ça. Et c'est vrai que je t'ai coupé Jérôme dans ton élan, Non, mais pas de souci, hein. c'est vrai que c'est pareil. Ça peut être soit le gros projet un peu à la Monte Cristo qui marche très très bien, ou un projet qui s'effondre totalement parce que c'est quand même long, même avec un film. Je crois qu'il doit durer 2h30, 3h le film. Je sais pas du tout, il n'y a pas de. Même en 2 parties. Un film qui s'effondre comme Astérix, l'Empire du Milieu. Oui, Alors- non, mais c'est ça. On pourrait. Après, c'est plus une comédie, tu vois. Voilà. Mais ou peut-être qu'il serait pas à la hauteur, peut-être comme l'avait peut-être les 3 Mousquetaires, tu vois. Alors, les 3 Mousquetaires, c'est rentré dans ses frais, etc. Moi, je pense que si jamais la bataille de Gaulle fait aussi
un score aussi pourri que 13 jours 13 nuits qui est sorti cette année, qui était le gros film de Pathé de cette année, qu'ils avaient fait la même. C'était quoi? Tu vois, tu vois, qu'ils avaient fait le même coup, c'est-à-dire sortir que Monte Cristo, le sortir au moment de la fête du cinéma, etc. Le vendredi, là, au moment de la fête du cinéma, ça s'est planté, mais comme jamais. Si ça refait ce coup-là avec la bataille de Gaulle, c'est sûr que Pathé va abandonner ses ambitions blockbusteresques très vite. Et vous comparez beaucoup ça, du coup, à Monte Cristo ou les Trois Mousquetaires, mais du coup, c'est un film qui va être très romancé, ou justement, le but du film est d'être très proche de l'histoire, ou tu vois. Je pense qu'il va. Enfin, quand tu vois les images, en tout cas, du trailer, je t'invite à aller voir. Il y a un côté très esthétique, genre quand tu vois le char qui passe dans le désert, il y a vraiment une ambition blockbusteresque pour moi. Hein. Ok. Donc à savoir que la pochette, en plus de budget pour ces films, c'est 37 millions par film. C'est marrant, ça pose une question parce que pour moi, la Seconde Guerre mondiale, ça reste encore un peu, on est encore un peu pudique pour en parler. Donc le fait de romancer ça au cinéma. Oh, on en parle tout le temps de la Seconde Guerre Oui, mondiale mais au plus cinéma. de le faire sous la forme d'un blockbuster un peu romancé comme on a pu le faire avec d'autres films, je sais pas si. Ça va être notre Pearl Harbor à nous, voilà. Oui, voilà, peut-être, tu vois. Ouais. Peut-être mieux que Pearl Harbor quand même. Bah, en vrai, pour répondre à tes questions, enfin, tu sais, moi je regarde pas trop ce qui sort à l'avenir, à l'exception vraiment des gros projets, tu vois, qui forcément, genre, moi je te réponds Toy Story 5 parce que je sais que ça va arriver, mais je suis pas dans une attente. Mais du coup, ensuite, un peu crainte, bah, genre les éternelles suites de trucs que j'aime bien, genre Spider-Man Brand New Day. Bon, j'aime pas les films avec Tom Holland, mais je suis fan hardcore de Spider-Man, donc forcément j'irai voir et forcément, genre. Tu penses que tu seras déçu? Je sais pas, peut-être qu'ils peuvent prendre une décision intéressante, genre partir sur quelque chose. Ils ont un champ de possible qui est assez ouvert. Donc maintenant, c'est est-ce qu'ils prennent une bonne décision ou pas. Mais par exemple, une autre suite aussi que j'hésite presque à aller le voir parce que le précédent volet m'a tellement énervé, c'est Kaamelott 2, partie 2. Parce que je suis en mode, bon, bah c'est Kaamelott. Voilà, mais bon. Plutôt que de parler des suites, parce qu'on a quand même évoqué pas mal juste avant, sur les films classiques standalone qui sortent et qui peuvent faire peur. Moi, le biopic sur Michael Jackson aussi. Oui. C'est vrai que là, ça peut être c'est un gros morceau ce truc-là. Hein. Bah, est-ce que le biopic va prendre quelle partie il va prendre? Le biopic, surtout sur la question Déjà, quand la bande-annonce se vend par les producteurs de Bohemian Rhapsody, j'ai fait ok, c'est bon, c'est finito. Ça va être la même chose que Bohemian Rhapsody. On va pas traiter de certains sujets. Ce qui est fou maintenant, c'est que pour les biopics musicaux, maintenant, on a des modèles qui nous permettent de voir qu'on peut faire des très bons films. Genre Better Man. Rocketman aussi, voilà. Ouais, que j'ai toujours pas vu, mais je sais que c'est la formule, le Rocketman, elle est bien. En fait, faut que le Donc, film ça s'appelle devait s'appeler, ouais, Michael Mann. Michael Mann. Bah du coup, c'est pas le même, tu vois. C'est pas le même. Mais du coup, non, je suis Mais moi, même Odyssey, je suis pas. pas serein. Bah, avec la grosse polémique sur les costumes qu'il y a eu récemment. En fait, c'est Polémique polémique, de- c'est polémique un peu à la con dans le sens où ça reste de la fiction. Bah Par oui, contre, oui. là où je me dis que c'est vrai que c'est dommage avoir des vrais costumes d'époque qu'on a en fait pas jamais vu au cinéma parce qu'en fait la Grèce antique a tellement un imaginaire qui est pas du tout historique. Bon, en sachant que la guerre de Troie n'est pas historique puisque c'est des légendes, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être quelque chose de plus intéressant que tu vois ce côté terne. Enfin, quand tu vois les premières bandes annonces, tu retrouves ce cinéma, bah, c'est très des échelles de gris, c'est terne. Et ok, c'est Nolan, genre, je suis pas le plus grand fanatique de Nolan, mais au-delà de ça, je me dis, est-ce que le film va pouvoir proposer un spectacle plus intéressant qu'un 3, par exemple, le film qui avait été fait avec Brad Pitt dans les années 2000, qui est pas un grand film, c'est un gros blockbuster d'action, mais j'ai pas l'impression que le film va transcender ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans Odyssey, c'est de voir comment il va utiliser les effets spéciaux de monstres ou de créatures, parce que Nolan, c'est connu pour le mec qui met le moins d'effets spéciaux. Comment il va pouvoir gérer les deux? Nous verrons. Mais par rapport à 3, mais même toute cette période-là de films de Peplum 2000, avec Gladiator qui a ouvert le truc, mais t'as eu 300, t'as eu Alexandre de Oliver Stone. Et là, en fait, je trouve ça curieux, tu vois, de faire revenir le Peplum en 2026, parce que tu te dis, tiens, c'est un genre qui a eu une résurgence dans les années 2000. Les années 2000, c'est il y a déjà 25 ans. Oh, qu'est-ce qu'il peut en faire? Résurgence très minime Bah, quand même. 300 quand même a été Ça- assez populaire. Mais en fait, c'est que ça arrive de façon sporadique, tous les Oui. 3-4 ans, quoi. C'est... Mais c'était des gros films. Non, par contre, en fait, j'ai menti depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est un film, genre, ça fait des années, peut-être que ça a été annoncé, moins que ça. Et je me dis, mais si, en fait, je l'attends, ça va être trop bien. En même temps, s'il foire son truc, ça va être nul. Les Backrooms de Kane Pixel. Ah, mais oui, les backrooms. c'est censé de sortir Pixel. cette année, C'est sorti, c'est ça devrait sortir cette année. Ça va sortir cette année. Et projet étrange et ambitieux qu'est ce truc quand J'ai même. l'impression qu'on en a déjà parlé, mais non.
Pas en podcast en tout pas cas, en podcast, mais ça ok. peut être le projet casse-gueule par excellence. Ça peut être soit l'émergence d'un putain de cinéaste, soit ça va être le plus gros casse-gueule qu'on ait vu depuis un moment. En fait, il faut pas que le film se fasse manger par la machine hollywoodienne. Il faut que le mec ait encore une liberté, parce que le contenu des backrooms de base, c'est quand même assez proche du fan footage un peu Moi, le problème que dégueulasse, j'ai, quoi. parce que pour moi, les backrooms, ça fonctionne parce que tu le consommes par Internet. Voilà. C'est extrêmement lié à son médium. Parce que l'histoire de Backroom, tu les as à travers des reels, des shorts, tu as des wikis qui en discutent, mais c'est plein de petites histoires qui se lient entre elles, tu vois. Et c'est ce qui crée le côté un peu creepypasta légende. Ouais. Et donc, l'adapter en film, ça détruit un peu. mais la Jane Becky, en fait, il a plus le médium déjà qui est intéressant. Alors, C'est ça qui est intéressant, Voilà, justement. pour faire le comparatif, on va se la jouer Feld Up quelques minutes. Pour faire le comparatif qu'il a fait, les backrooms ressemblent vachement dans la façon dont ça a été popularisé, etc., à Slenderman. Et l'adaptation filmique de Slenderman, maintenant qu'on l'a vu, on peut le dire avec Owen, c'est nul. C'est nul. C'est de la merde, c'est un des pires films que j'ai jamais vu. C'est un des... Ouais, en fait, au-delà d'être nul, c'est sans intérêt. Voilà, sans intérêt, nul, tout ce que tu veux. Faut pas que ça arrive pour ce film-là, parce que vraiment ça me fait chier, parce que j'aime beaucoup le contenu que Ken Pixels fait pour sa chaîne YouTube. Il y a un truc, quand j'ai vu que ça allait être des têtes d'affiche, alors je suis très content des têtes d'affiche qu'il a pris. Hein. Je sais même pas qu'il y avait des têtes d'affiche. Je C'est pensais que c'était Renate des inconnus. Reinsve et Chiwetel Ejiofor, je crois, Ah, si oui. je dis pas de conneries. Ok. Et déjà, rien que ça, pour moi, certes, je suis content de les voir, mais normalement, ce qui fonctionne dans les backrooms aussi, c'est que c'est des gens lambda. C'est des gens que tu les connais pas, ça, tu peux te... Après, Renate Reinsve, c'est plus une actrice de film d'art et d'essai. C'est vrai. Donc Mais- c'est aussi rassurant dans l'idée où plutôt que de faire du casting racoleur, on essaie d'avoir vraiment du comédien. Mais bon, c'est des personnes, tu connais leur tête déjà, c'est pas des gens auxquels tu peux te dire putain, ça pourrait être moi. Mais justement, enfin, moi, pour finir sur les backrooms, ce qui me fascine, parce que ce dont je suis très extatique de voir, c'est la forme que ça va prendre, c'est l'ingéniosité de Ken Parson. Si il va réussir à trouver autant de bonnes idées qu'il a eu sur YouTube, qu'il peut en avoir au cinéma, parce que c'est un premier essai au cinéma, donc c'est déjà voir l'émergence d'un artiste qu'on connaît déjà, mais dans un médium différent, avec un produit qu'il connaît plutôt bien. Quelles idées il va avoir, tu vois? C'est comme Spider-Man Brand New Day. Quelles idées vont être prises? Et est-ce que ce seront les bonnes? Et est-ce qu'elles seront bien appliquées? Bah après, il est pas mal entouré, hein. Il y a quand même James Wan à la prod, ouais. Donc il est pas Puis mal entouré, le c'est gars. le studio A24, on va dire qu'A24, disons qu'il peut lui donner une certaine liberté autre que d'autres studios, donc Ou ça peut être l'inverse, qu'un 24, on en avait déjà parlé, mais ça devient très uniforme, les productions. ça aussi. C'est ça devient, il commence à être, ça commence à être un studio avec une patte reconnaissable, enfin voilà, hein, c'est normal, c'est le but d'un studio, faut que tu aies une patte reconnaissable quand même hein, dans ton studio. Mais là, au point où ça peut en devenir de la caricature. Donc, Et puis si on arrive au dernier film de l'année, il y a Doomsday. Doomsday où depuis longtemps on dit qu'on en a marre de Marvel, mais il y a quand même, moi j'ai cette curiosité de voir... Parce que c'est le retour des Avengers. Parce que c'est le retour des Avengers, il y a un peu ce truc... 7 où, ans à après, l'époque- finalement. À l'époque, les Avengers, c'était ça, c'était réunir plusieurs super-héros. Maintenant, ils veulent aller au-dessus, c'est réunir plusieurs sagas de super-héros en un même film. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont réussir à... Ça va être indigeste. moi je pense que là, Ouais. en fait ça dépend de la durée du film. Alors ça me fait chier qu'il dure 3 heures comme Endgame, mais Il va si durer c'est 3 heures. si c'est ce qu'il faut pour que ça soit digeste, ça va, tu vois, mais si c'est pour tout condenser en 2h30 et que ça soit indigeste comme un peu le syndrome Batman vs Superman qui en édition ultime de 3 heures fonctionne très bien alors que sur l'édition de 2h30 c'est un peu indigeste. Là j'ai peur que si ça dure, ce soit pas assez, enfin c'est pas assez long que tu ressors du film en mode waouh, c'est chaud comment c'est mal construit, tu vois. Bah après, Endgame en soi-même, enfin tout le monde a retenu le climax de Endgame, mais le contenu des 2h30 qui précèdent la bataille finale, Ah si, moi j'ai bien aimé le moment où il repasse dans les films d'avant. non, mais quelque part c'est un peu ludique, mais on s'en souvient pas forcément, et genre... Surtout Civil War qui était marquant, parce que Civil Ouais. War, c'est pas Civil War, Infinity pardon, War. Infinity War, pardon. Infinity War. Parce que Infinity War, c'était vraiment le Avengers qui réunissait tout et qui avait posé des thématiques, des choix narratifs intéressants Oui. qui étaient annulés dans le volet qui suivait. Donc, Mais si Endgame fonctionne, c'est parce que il y a tout ce côté rétrospectif qui fait que les 3 heures passent, parce que il y a un jeu de piste un peu rigolo. Mais c'est bien pour ça que le film il tient la route. Alors que Doomsday, ils sont obligés genre de construire plein de nouvelles choses, donc c'est même pas... Et de dire que tout le monde va revenir. C'est Non, ça, il y c'est- aura aussi, je pense qu'il y aura une espèce de jeu de piste à travers donc, des sagas qui n'appartenaient pas encore à Marvel Oui, à ce mais moment-là. c'est pas un film de conclusion, ça va être un film qui va devoir reconstruire petit à petit des pièces d'un puzzle
pour arriver à un climax, genre, ça va être compliqué même en 3 heures. Hein. Et en plus d'avoir fait revenir les frères Rousseau, je suis désolé, mais enfin ils ont rien en termes de mise en scène, quoi. Enfin, ils ont que de l'action pour eux, et encore. Ça n'a jamais été très bien filmé les scènes d'action par les Rousseau. Hein. Non, mais c'est surtout que généralement chez Marvel, c'est même pas les réalisateurs eux-mêmes qui s'en occupent, c'est une équipe B qui est spécialisée là-dedans. Mais c'est juste que ouais, les frères Rousseau, franchement, ils sont. Quand tu vois ce qu'ils ont fait sur Netflix, j'ai même pas vu Electric State et C'est quoi Electric State, Ah, le plus gros projet de Netflix, 300 millions de dollars, jamais envie de le voir, ce truc-là. Et même The Gray Man que j'avais commencé et c'était tellement mal filmé que j'ai pas fini. Donc ça vend pas du rêve, mais bon, si c'est ce qui fait que les gens vont aller en salle, de toute façon, les gens iront en salle parce que Doomsday. voilà. Moi, je propose qu'on s'arrête sur Avengers. Hein, c'est le gros projet c'est un des 2 gros projets de la fin d'année. On a passé 15-20 minutes sur, même plus que ça, sur les suites. Sur l'horizon 2026. C'est dommage qu'on n'ait pas parlé plus de films stand-alone du coup dans cette partie, mais bon. Oui, mais parce qu'ils vont arriver au fur et à mesure. Oui, mais voilà. T'as déjà des films qui sont annoncés hors des suites. Oui, il y a le Iñárritu, il y a plein de trucs. Oui. Mais il faut conclure, mes amis. On peut pas rester ici indéfiniment. À qui donnes-tu le Joker? À qui je donne le Joker? Il y en a un qui appelle à l'aide. Oui, c'est vrai. bah Julien, oui, bien entendu. Bah, c'est mon tour. C'est ton tour. J'aime bien, genre, Attends, c'est mon tour. Il y a plus de surprise en fait. J'aime bien, c'est même plus genre en mode genre oh s'il te plaît donne-moi le Joker, genre Non, c'est mon tour, tu me le donnes. Donne-moi le Joker. Bah Julien, oui. Cool. Même pas de merci. Ah, même pas merci. Bah non, c'est son tour. Tu me dois le. Je te dois le Joker. Même pas de bisous, bonne année, à dans 2 semaines, on vous aime. Bisous. Ouf. Bonne année. Oh, ça m'a tellement éclaté les Ça va tympans. tellement couper ça. Mais du coup, tes vœux d'amour. Oui, et bonne année. Et Bonne, merci pour le Joker. Bah de rien. Bonne année aussi à toi aussi. Bonne année à tout le monde. Ouais. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour parler de je sais pas quel film. C'est cela. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et TikTok. Et l'émission, vous la retrouvez sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. À dans 2 semaines. À dans 2 Salut. semaines. Ciao.